L'opposition s'organise. Au Tchad, Saleh Kebzabo, le chef de file de l'opposition politique et les leaders, travaillent à la formation d'une nouvelle coalition, ce en vue des législatives de novembre. Le président de la Fédération congolaise de football association, Constant Omari, et 3 autres dirigeants sportifs ont été placés en garde à vue, visiblement pour une affaire d'utilisation de fonds publics. Au Soudan du Sud, plus de 200 enfants soldats ont été libérés mardi par différents groupes armés. Ces jeunes ont été démobilisés et remis à leurs familles dans l'État d'Équatoria occidental. Voilà pour les titres de cette nouvelle session de l'information sur Sika. Au Tchad, Saleh Kebzabo, chef de file de l'opposition politique, et ses leaders travaillent à la formation d'une nouvelle coalition en vue des législatives de novembre. Un projet qui intervient après l'adoption fin mars d'un test préconisant un renforcement des pouvoirs du président Idriss Déby Itno. Les détails. En vue des législatives dont le président Idriss Déby Itno a annoncé la tenue en novembre, l'opposition travaille à la formation d'une nouvelle coalition. Depuis un mois, ses leaders, parmi lesquels Saleh Kebzabo, son chef de file, discutent des modalités, notamment financières, de ce scrutin et de leur liste commune. Mais Kebzabo a prévenu ceux qui ont participé au forum sur la réforme des institutions tenu du 18 au 27 mars ne sont pas les bienvenus. Parmi les principaux points du test adopté le 27 mars, la suppression du poste de Premier ministre, un mandat présidentiel passant de 5 à 6 ans, renouvelable une fois, le mandat des députés qui passe de 4 à 5 ans, la suppression du Sénat et une refonte des collectivités territoriales de 23 régions à 17 provinces. Les partis politiques membres du Front de l'opposition nouvelle pour l'alternance et le changement FONAC avaient condamné et rejeté toutes les résolutions grossières, ridicules et fantaisistes du dit forum, selon un communiqué transmis par le FONAC, principale plateforme de l'opposition regroupant une trentaine de partis d'opposition et créée en 2016. Le FONAC considère que le pays traverse une série de crises gravissimes dont la résolution est 1000 fois plus urgente et importante que la tenue de ce forum qui n'était qu'une fuite en avant et dont la finalité était connue d'avance, la pérennisation du pouvoir d'Idriss Déby Itno, un pouvoir aussi néfaste que dangereux pour l'avenir du Tchad. Idriss Déby, âgé de 65 ans, en est à son 5e mandat qui s'achèvera le 21 août 2021. Selon la nouvelle constitution, il pourrait se représenter en 2021 s'il le décidait et pourrait alors, théoriquement, effectuer 2 autres mandats de 6 ans, soit jusqu'en 2033. On reste au Tchad où 3 soldats ont été tués dimanche lors d'un accrochage avec des éléments du groupe djihadiste nigérian Boko Haram. Selon une source militaire, les combats ont eu lieu entre Boko Haram et les soldats de la force multinationale mixte, force régionale contre Boko Haram, dans la localité d'Arj, dans le district d'Abadam au Nigeria. C'est à la frontière avec le Tchad. Les 3 soldats ont reçu mardi une décoration posthume du chef d'état-major des armées tchadiennes avant d'être enterrés au cimetière militaire de N'Djamena. Ils ont été tués dimanche lors d'un accrochage avec des éléments du groupe djihadiste nigérian Boko Haram. Selon une source militaire, des combats ont eu lieu dimanche entre Boko Haram et les soldats de la force multinationale mixte, force régionale contre Boko Haram dans la localité d'Arj, district d'Abadam au Nigeria, à la frontière avec le Tchad. La même source annonce que 3 soldats de la force multinationale mixte ont été tués lors de ces combats, sans préciser si les 3 soldats tués étaient tchadiens. Depuis plusieurs années, les forces armées de la force multinationale mixte et des comités de vigilance civile patrouillent dans la zone du lac Tchad pour y empêcher le retour des djihadistes du groupe Boko Haram. Du côté nigérian de la frontière, la force multinationale mixte continue de traquer les djihadistes dans l'un de leurs principaux fiefs, la forêt de Sambisa dans le nord-est du pays. Le président de la Fédération congolaise de football, l'association FECOFA, Constant Omari, et 3 autres dirigeants sportifs de République démocratique du Congo ont été placés en garde à vue à Kinshasa par la justice congolaise, visiblement pour une affaire d'utilisation de fonds publics. Les détails. Constant Omari, qui est aussi vice-président de la Confédération africaine de football et membre du comité exécutif de la Fédération internationale de football FIFA, était assis, visiblement faible, sur une chaise dans un bureau du parquet situé dans le quartier de Limete, dans le centre de Kinshasa. Omari,
Barthélémy Okito, secrétaire général au sport de la RD Congo, ainsi que Roger Bondembe et Théobald Binamungu, deux vice-présidents de la FECOFA, sont en garde à vue depuis 20h30 mardi et sont en instance d'être entendus, a déclaré un magistrat du parquet sous couvert de l'anonymat. Ils seront interrogés sur l'utilisation des fonds publics dans l'organisation des rencontres sportives des équipes nationales de football et des clubs engagés en compétition africaine, indique ce magistrat, insistant sur le caractère secret de l'instruction. Les 4 hommes sont entendus sur des présumés détournements d'$1 million destinés à l'organisation de 4 matchs de football, déclare pour sa part Maître Alain Makengo, un défenseur des sportifs congolais. Une action menée par les inspecteurs judiciaires au service de Luzolo Bambi, conseil spécial du chef de l'État en matière de lutte contre la corruption, le blanchiment des capitaux et le terrorisme. En mars dernier, Luzolo Bambi affirmait que le blanchiment et la fuite des capitaux causent des pertes de plusieurs millions de dollars au pays. Dans un communiqué de presse, la commission de gestion de la Ligue nationale de football annonce la suspension de toutes ses activités jusqu'à nouvel ordre en solidarité avec le président de la FECOFA. Toujours en République démocratique du Congo, le gouvernement a adopté ce mardi un projet de loi. Il porte sur la répartition des sièges concernant les élections du 23 décembre prochain. Reportage. Adoption d'un projet de loi relatif à la répartition des sièges concernant les élections du 23 décembre en République démocratique du Congo. Le Parlement va donc commencer l'examen de ce texte. Le vote de la loi elle-même est attendu au plus tard le 23 avril. Sa promulgation par le président de la République devra intervenir au plus tard le 8 mai prochain. Il est prévu en tout 181 circonscriptions électorales pour le vote des 500 députés nationaux. Plus élevé est encore le nombre de circonscriptions pour les députés provinciaux, les conseillers communaux et les conseillers de secteur ou de chefferie. Quant au quotient électoral, il est calculé sur la base du nombre total d'enrôlés divisé par le nombre de sièges à pourvoir pour chaque catégorie d'élection. Il faut préciser que la Commission électorale nationale indépendante CENI avait déclaré un peu plus de 40 millions d'électeurs enrôlés après le nettoyage du fichier électoral. Des chiffres qui ne font pas l'unanimité, étant contestés par l'opposition congolaise et dans les rangs des organisations non gouvernementales. Les contestataires dénoncent une construction frauduleuse qui risque de biaiser la répartition des sièges au niveau de l'Assemblée nationale. Pour plus de transparence, l'audit du fichier électoral est réclamé une fois de plus. Je l'annonçais en titre au Soudan du Sud. Plus de 200 enfants soldats ont été libérés ce mardi par différents groupes armés. Ces jeunes qui ont entre 10 et 17 ans, dont 95 filles, ont été démobilisés et remis à leurs familles dans l'État d'Équatoria occidental. Ces 200 enfants appartenaient aux 2 principaux groupes armés du pays qui ont signé un accord de paix avec le gouvernement il y a 2 ans. C'est l'UNICEF, un organisme des Nations Unies, qui va s'occuper de leur réhabilitation dans la vie active. Un véritable défi, d'autant plus que la situation actuelle du pays ne facilite pas la tâche pour James Aldworth, porte-parole de l'UNICEF au Soudan du Sud. La situation au Soudan du Sud est très difficile d'un point de vue économique. L'inflation est très élevée et la nourriture sur les marchés locaux est bien trop souvent chère pour les habitants. Donc, dans de nombreux cas, les enfants rejoignent les groupes armés parce qu'ils ont besoin de survivre et veulent avoir un repas quotidien. Dans la majorité des cas, ces enfants ne combattent pas, ils font de petits boulots comme cuisinier, laver, aller chercher de l'eau. Pour James Aldworth, même si 200 enfants démobilisés, c'est une première victoire, il reste encore beaucoup à faire. Malheureusement, les chiffres que nous avons indiquent que d'ici à juillet, environ 7 millions de personnes, c'est-à-dire 60% de la population, fera face à une insécurité alimentaire et la moitié sont des enfants. Donc le problème du recrutement d'enfants ne va pas se résoudre comme ça. Au final, il faut que le conflit et les combats cessent pour que le pays puisse commencer à se développer. Pour rappel, près de 19 000 enfants sont aujourd'hui intégrés dans des groupes armés. L'UNICEF compte démobiliser près de 1 000 enfants dans les prochains mois. L'Assemblée nationale cubaine a ouvert ce mercredi une session inaugurale destinée à désigner le nouveau président de l'île. Cette procédure ouvre la voie à une transition historique qui va intervenir après 6 décennies de pouvoir exclusif des frères Castro. Depuis la révolution de 1959, Cuba n'a connu qu'une seule véritable transition à sa tête. C'était en 2006 quand Fidel Castro, affaibli par la maladie, passait le témoin à son frère Cadet Raoul après plus de 40 ans de pouvoir.
L'Assemblée nationale cubaine a ouvert ce mercredi une session inaugurale destinée à désigner le nouveau président de l'île, ouvrant ainsi la voie à une transition historique après 6 décennies de pouvoir exclusif des frères Castro. L'identité du nouveau chef de l'exécutif de Cuba doit être révélée jeudi matin à l'issue de cette session parlementaire entamée en présence de Raúl Castro et de son successeur présumé, le numéro 2 du régime, Miguel Díaz-Canel. Selon le programme publié par les médias officiels, les députés doivent d'abord inaugurer la nouvelle législature et désigner leur cadre avant d'élire dans leur rang les 31 membres du Conseil d'État et simultanément le président de cet organe exécutif suprême qui succédera à Raúl Castro. Depuis la révolution de 1959, Cuba n'a connu qu'une seule véritable transition à sa tête. C'était en 2006 quand Fidel Castro, atteint par la maladie, a passé le témoin à son frère cadet Raúl, après plus de 40 ans de pouvoir sans partage. C'est aujourd'hui au tour de Raúl Castro de céder sa place à un représentant de la nouvelle génération qui devrait, sauf surprise, être le premier vice-président Miguel Díaz-Canel, un civil de 57 ans. Aux États-Unis, pour finir, la jeune épouse du narcotrafiquant mexicain présumé, Joaquín El Chapo Guzmán, est sortie du silence lors d'une audience au tribunal de Manhattan. Emma Coronel, une ancienne reine de beauté, s'est dite inquiète de la santé de son mari, emprisonné depuis plusieurs mois. Emma Coronel, l'épouse du baron de la drogue mexicain présumé, Joaquín El Chapo Guzmán, a dénoncé les conditions de détention de son époux. Elle affirme n'avoir pas été autorisée à échanger avec lui depuis son incarcération. Ça fait 15 mois que je ne l'ai pas vu. Je ne le vois qu'au tribunal, c'est tout. Je n'ai aucun contact avec lui. Rien par téléphone, aucun coup de fil. Je ne sais pas pourquoi ils ne m'ont accordé aucune visite, aucun appel. Les seuls à le voir sont les filles et les avocats. Ce qui m'inquiète avant tout, c'est sa santé, parce que je sais qu'il est vraiment dans un mauvais état psychologiquement, d'après ce que m'ont dit les avocats. Et c'est ça qui m'inquiète. Comment est-ce qu'il peut aller au procès s'il n'est pas en bonne santé? Bien, si está mal de salud. Es todo. Emma Coronel a 2 filles jumelles avec El Chapo. Ce dernier est accusé d'avoir dirigé pendant plus de 20 années le cartel de Sinaloa, l'un des plus puissants que le continent ait jamais connu. Selon l'accusation, il a dans ce cadre commandité de multiples assassinats et enlèvements, allant jusqu'à torturer lui-même ses victimes. Interpellé en janvier 2016 et extradé aux États-Unis 1 an plus tard, El Chapo, qui s'est déjà évadé à 2 reprises du Mexique, est détenu dans une prison ultra sécurisée du sud de Manhattan, avec des visites extrêmement restreintes et la possibilité de sortir de sa cellule 1 heure par jour seulement. Ses avocats dénoncent régulièrement ces conditions de détention et ont demandé à de nombreuses reprises qu'elles soient assouplies, des requêtes régulièrement rejetées par le juge en charge de l'affaire. Et ce sera tout pour cette édition que nous vous remercions d'avoir suivi. Merci de nous rester fidèles. Agréable nuit à chacun et à tous.